Jusqu'au bout, Jaurès aura dénoncé, expliqué, démontré l'inanité de cette guerre vers laquelle des forces impérialistes vont précipiter le continent européen et le monde. Il a mis en garde contre la barbarie de cette guerre qui allait engendrer 9 millions de morts, 20 millions de blessés. Son message n'a pas été entendu à l'époque, mais son message demeure. Il garde, près d'un siècle plus tard, une valeur qui mérite que l'on s'y arrête, et nous devons avoir à cœur de préserver son héritage qui fut mis en cause dès le lendemain de la guerre. Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, un homme fanatisé par les campagnes nationalistes et d'extrême droite, fut en effet jugé en mars 1919 après le conflit, et Madame Jaurès fut condamnée aux dépens. Une époque où, après l'union sacrée de la guerre, fut instaurée une sorte d'union sacrée de la victoire. Le nationalisme qui voulait la guerre s'est poursuivi dans un nationalisme de la victoire, cherchant à gommer dans une euphorie malsaine ce qui allait à son encontre. Avec l'acquittement de son assassin, c'est comme si on avait tué Jaurès 2 fois. Dans cette sinistre mise en scène, le jusqu'au-boutiste Clémenceau, dit le père La Victoire, aura joué un bien mauvais rôle. Certes, personne ne peut faire parler les morts, mais tout de même, Clémenceau voulait une victoire totale contre l'Allemagne. C'était la clé pour asseoir, selon lui, la domination française sur l'Europe et le monde. Il voulait la rive gauche du Rhin, la confirmation de la présence française au Maroc. Jaurès, lui, dénonçait 5 jours avant son assassinat, dans cette réunion de Lyon, cette colonisation française comme une des causes de la situation présente. Pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c'était ouvrir, selon lui, l'ère des ambitions, des convoitises et des conflits. Aurait-il, comme Clémenceau, fermé toutes les portes aux possibilités de négociation qui se sont ouvertes en 1917 ? De nombreux historiens considèrent que la manière dont s'est terminée la Première Guerre mondiale fut pour une part à l'origine de la Seconde. Jaurès aurait-il accepté cela? Aujourd'hui, il est de bon ton de valoriser la mémoire de Georges Clémenceau jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ainsi, le comparant à Jules Ferry, Gambetta, Léon Bourgeois, Waldeck-Rousseau, Jaurès, François Hollande, alors candidat à la présidence de la République, expliquait en janvier 2012 dans le journal Les Incorruptibles, je le cite, « Clémenceau était le plus puissant, il n'a pas toujours fait les bons choix, mais c'était le plus fécond. » Drôle de manière de prendre ses distances avec l'héritage de Jaurès. Que l'on ne compte pas sur nous pour aller dans cette voie. Jean Jaurès n'est pas un pacifiste qui aurait renoncé à la sécurité de la nation. Dans son livre « L'armée nouvelle », il développe des idées importantes sur ce que devrait être la défense nationale. Mais il est convaincu, comme il le dit lors d'un discours à l'Assemblée nationale, le 7 mai 1895, que la société violente et chaotique, même lorsqu'elle veut la paix, même lorsqu'elle est en l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre comme une nuée dormante porte l'orage. Jean Jaurès, dans ce même discours, déclare « Il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples, c'est d'abolir la guerre économique. Le désordre de la société présente, c'est de substituer à la lutte universelle pour la vie, qui aboutit à la lutte universelle sur les champs de bataille, un régime de concorde et d'unité. S'il est vraiment malvenu aujourd'hui de prendre des raccourcis simplistes dans l'analyse que l'on peut faire des conflits armés qui marquent notre planète ou qui pourraient la marquer, comment ne pas voir que la guerre militaire vient bien souvent prolonger la guerre économique? Or, c'est bien
dans cet état de guerre économique que se trouvent aujourd'hui le monde et l'Europe, quand les richesses sont privatisées, accaparées par une infime minorité, alors que l'immense majorité subit les difficultés quotidiennes de la vie. Encore cet été, de plus en plus de nos concitoyens d'enfants ne pourront pas avoir quelques jours de vacances à l'extérieur de notre région parisienne. Quand la précarité envahit la vie, le chômage, la pauvreté et la faim qui fait mourir encore ce jour 1 milliard d'habitants à travers le monde. Que lorsque la loi du plus fort prend le pas sur celle de la coopération, du progrès partagé, lorsque l'idée que l'on peut régler ses problèmes sur le dos des autres prend aussi le pas, alors la guerre peut devenir l'issue pour qui veut le contrôle des richesses. Et une nouvelle étape, malheureusement, est en passe d'être franchie dans cette guerre économique qui n'est autre que l'autre visage du système capitaliste mondialisé et financiarisé, avec les négociations qui se sont ouvertes le 8 juillet dernier sur ce qu'on appelle le nouveau traité transatlantique, qui devrait plutôt s'appeler Dracula contre la démocratie, Dracula contre les peuples. En effet, la volonté qui préside à ces discussions est bien de dynamiter toutes les mesures de protection et d'organisation que les peuples se sont données pour garantir leurs besoins économiques, sociaux et environnementaux. L'objectif est de marchandiser tous les secteurs d'activité, d'exacerber encore plus la concurrence entre les peuples. L'objectif, et il faut le savoir, est de privatiser demain le droit avec la mise en place de tribunaux internationaux arbitraux privés où les multinationales décideront entre elles du droit international. Guerre économique, guerre sociale, guerre géostratégique, puisque ce traité qui est combiné dans la négociation de l'administration américaine avec un autre traité, celui pour le continent Pacifique, en excluant la Chine, vise à lancer une offensive contre les 5 ou 6 pays émergents qui commencent à compter dans le monde, tout en écartant la Chine dans un esprit belliciste. L'aggravation des difficultés qu'endurent les peuples aujourd'hui ne favorise-t-elle pas d'ailleurs la montée un peu partout de populisme, la fuite en avant dans l'obscurantisme religieux, la désignation de boucs émissaires et en bout de course, cette violence et cette guerre un peu partout? Ce danger guette aujourd'hui les nations, il faut en avoir conscience, mais il est aussi en œuvre à l'intérieur de chaque nation. Déjà Jaurès, à son époque, alertait sur le danger que représentait le retrait de l'État républicain qui revenait à laisser le champ libre à la loi du plus fort. Pour lui, la loi commune qui se préoccupe du seul intérêt général, excluant tout privilège et toute discrimination, était le meilleur rempart au communautarisme et aux intérêts particularistes. C'est une des raisons pour lesquelles il considérait la justice sociale comme indissociable de l'idéal d'émancipation laïque. D'ailleurs, disait-il, il n'y aura de république que sociale et démocratique.